Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Marine Bruno, avec qui nous allons parler du syndrome de l'impostrice. Du coup, Marine, je te laisse te présenter de la façon dont tu le souhaites. Bonjour à toutes et tous. Donc je m'appelle Marine Bruno, je dirige un cabinet de conseil, de formation et de conférences sur les questions d'égalité femmes-hommes et de diversité qui s'appelle Egalus. Je suis une ancienne travailleuse sociale et je suis par ailleurs militante féministe depuis maintenant 23 ans, presque 24. Ça commence à dater un petit peu. Et puis j'ai conceptualisé le principe de syndrome de l'impostrice, c'est-à-dire un syndrome d'imposture spécifique chez les femmes dans notre société. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui et vous nous écoutez dans ce podcast. Trop bien. Juste avant de... Enfin, je vais te poser plusieurs questions d'un coup, parce que déjà, ça m'interpelle le fait que tu sois féministe depuis 24 ans, c'est quelque chose d'assez précis. Du coup, ça m'intéresse de savoir un peu ton cheminement, comment tu es devenue féministe, et après, qu'on pourra parler un peu plus, du coup, de qu'est-ce que le syndrome de l'impostrice et en quoi ça se différencie du syndrome de l'imposteur. Alors c'est un peu l'affaire qui commence par le Il était une fois. Il était une fois la petite Marine Bruno qui était en CP et dont les parents, relation hétérosexuelle, donc un père et une mère, étaient tous les deux chauffeurs de bus à Paris. Et en CP, je me suis rendu compte que mes parents, qui étaient pour moi des personnes au même niveau et qui en plus faisaient le même métier, ne racontaient pas exactement, n'avaient pas le même vécu en fait dans leur cadre professionnel. Parce que chez moi, on parlait de tout, de politique, de société, etc. Et on se racontait aussi nos vécus, nos réalités. Et donc en CP, j'ai eu une première prise de conscience qui était plutôt sur le mode du sentiment d'injustice, qui était pourquoi, alors que papa et maman sont pour moi le même genre de personnes, peut dire ça comme ça, eh bien, ne vivent pas les mêmes choses et pourquoi le quotidien professionnel de maman, il est plus violent que celui de papa. Donc mes parents m'ont dit en gros, assieds-toi, on va t'expliquer le patriarcat, même si à cette époque-là, on parlait pas forcément des choses comme ça. Et mes parents n'étaient pas militants sur ces sujets. Simplement, ils m'ont offert la possibilité de pouvoir énormément lire, m'intéresser. Vraiment, j'avais une soif de comprendre les inégalités qu'ils ne pouvaient pas étancher eux-mêmes par leurs propres connaissances. En revanche, ils m'ont donné la possibilité d'aller m'informer, de lire les penseuses féministes, les Simone de Beauvoir, etc. Donc, j'ai très tôt pu tomber dans tout ça. Et quand je dis que je suis militante depuis presque 24 ans, c'est qu'en fait, j'ai commencé à militer officiellement, à aller en manif, etc., à écrire sur le sujet, à essayer de faire penser mon petit monde et à faire ma part, on va dire ça comme ça, officiellement à 14 ans, avec ma première manif. Donc on est aujourd'hui, en effet, quasiment 24 ans plus tard, et en effet, je n'ai jamais arrêté. Mais donc tout démarre finalement du cadre intime et de cette constatation qui était pour moi absolument dingue, de deux personnes qui font le même métier, qui pour moi ont la même valeur, et qui pourtant n'ont pas les mêmes réalités. Je précise que ma mère subissait des violences sexistes et sexuelles dans son cadre professionnel, aussi bien de la part des usagers du bus qu'au sein même de son propre dépôt. À l'époque, elle était dans un dépôt de 500 agents et agentes, et elles étaient deux femmes. Donc il faut imaginer qu'on est dans un espace où la mixité n'existe pas, où les agissements sexistes, qu'on appelle encore aujourd'hui malheureusement beaucoup blagues lourdes, etc., étaient le quotidien. Et donc en tant que femmes, elles étaient vraiment dans quelque chose qui était de l'ordre de la survivance à un climat sexiste et pas que, aussi raciste et d'autres éléments. Après, mes parents sont blancs, donc ils avaient ce privilège-là d'être blancs, donc il n'y avait pas de questions racistes par ailleurs qui venaient se surajouter. Mais donc ma mère, en tant que femme, en l'occurrence blanche, elle subissait un sexisme monumental et parfois aussi des situations d'insororité, ce qui est un sujet important pour moi, parce que dans mon éducation, j'ai beaucoup connu justement cette sororité, à la fois à l'interne de la famille et puis à l'externe, justement dans l'engagement féministe. Ma réponse était quelque peu longue, mais au moins on a un terreau intéressant pour les sujets de la suite du podcast. Ah non, je trouvais ça passionnant et je trouve ça super de la part de tes parents de t'avoir parlé de ça alors que tu étais toute petite. Enfin, je trouve ça bien de
bah, dès petite, tu avais conscience de ce qui pouvait se passer et qu'en effet, en tant que femme, c'était plus difficile alors que c'était le même métier et ça, bah, chapeau, puisque du coup, ça a permis après de te lancer, dans le féminisme, si on peut dire ça comme ça et du coup, justement, là, tes combats, c'est, de te battre, entre guillemets, contre le syndrome de l'impostrice et du coup, voilà, on revient un peu à la thématique, de l'épisode, même si ce que tu as dit, c'était super intéressant et je pense que forcément ça a forgé ton cheminement, par la suite, parce que c'est une expérience marquante et on en a toutes et tous, en tout cas, pour, le début de notre militantisme et c'est important, en tout cas, de le mettre en avant et de le valoriser, parce que tout le monde a un point de départ et c'est top. Et c'est important de pouvoir se le transmettre aussi en se disant que, en fait, bien souvent, ça démarre par des petites choses. C'est pas des choses qui sont immenses, héroïques, extrêmement visibles. Bien souvent, c'est quelque chose qui se passe soit entre soi et soi-même, en lien avec le monde, c'est-à-dire un vécu individuel, soit parce qu'on est témoin direct ou indirect d'une réalité qui nous dépasse, qui nous est insupportable d'abord sur le plan émotionnel, physique, etc. Puis finalement qu'on va chercher à comprendre, à objectiver à un moment donné, et puis ça va nous donner cette impulsion. Complètement d'accord et là, ça me fait penser que moi, j'ai eu conscience que j'étais féministe. Ouais, mais c'est à cette époque-là, je savais pas que le terme existait, mais quand j'avais 6 ans, parce que quand j'ai appris la règle «le masculin l'emporte sur le féminin», j'ai trouvé ça tellement injuste que j'étais hyper en colère à ce moment-là. Mais tu vois, c'est intéressant de se dire que, à un moment donné, on peut, commencer à militer consciemment et cetera, quand on se considère une personne militante, avec des actes qu'on va poser. Mais avant ça, il se passe vraiment quelque chose en nous, dans le vécu, comme tu le décris toi. Et bien souvent, en effet, ça prend racine très, très tôt. Avec, par exemple, là, en CP, le masculin qui l'emporte sur le féminin. Et avec quand même, sur ce sujet-là, c'est hyper intéressant, c'est que si tu demandes à l'immense majorité des profs et des instituts qui transmettent ça toute la journée, si tu leur demandes: «Pourquoi?», ne pourront pas répondre. Et c'est aussi ce qui fait que c'est compliqué, c'est que ça fait partie des éléments qui sont dits tout en étant indicibles. Et finalement, avec ton podcast, tu nous amènes à poser des mots sur les choses et parfois sur des choses dont on nous a tellement dit que c'est comme ça qu'on finit par ne plus les questionner. Et là, c'est l'espace pour le faire. C'est vrai. Après, c'est vrai que moi, j'ai on va dire, j'ai un féminisme bon, avec, mon podcast et tout, je suis assez biaisée parce qu'en fait, c'est des sujets que je baigne et du coup, moi, ça me semble, bah, tellement naturel que c'est pas normal, cette règle, ça date du XXe siècle et que, ben, si elle a pu, comment dire? Aller dans les foyers et tout, c'est de par, l'éducation à l'école qu'on a appris cette règle et qu'à l'époque, eux, ils trouvaient que les femmes, elles prenaient trop de place dans l'espace public, donc ils se sont dit: «Bah, tiens, on va supprimer des mots, pour leur donner moins de liberté», ce genre de choses et ça a fonctionné, c'est ça qui est terrible. Et c'est des choses qu'on ne remet pas en question et en tout cas, je pense que la langue française, notamment, ça contribue aux femmes, notamment, d'avoir moins confiance en elles, parce que c'est difficile d'avoir confiance en soi, déjà, quand on n'existe pas dans la langue et que tu peux avoir, une femme et un mec et ben, c'est le mec qui prime et c'est quelque chose de fondamentalement injuste. On n'existe pas, dans les médias, enfin, on existe beaucoup moins que les hommes. On est beaucoup, plus, remise en question sur le travail qu'on peut faire à compétences égales. On est moins bien considéré, moins bien valorisé. La maternité, c'est tout un sujet de discrimination et du coup, il y a plein de choses, de stéréotypes, injonctions et tout qui font que le syndrome de l'impostrice existe et du coup, toi, comment, bah, tu le définis avec tes termes et c'est quoi la différence avec le syndrome de l'imposteur et pourquoi, bah, c'est important de remarquer cette nuance? Déjà pour tout ce que tu as dit, sur lequel moi je suis hyper au clair, je donne des formations en communication, écrite et visuelle inclusive depuis, 13 ans maintenant, 13 ou 14 ans. Donc c'est un vrai, ça a été un vrai sujet dans mon cheminement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu te rends compte, qu'en effet une majorité de femmes et d'hommes considèrent que les femmes sont la minorité en France et dans le monde, tu essayes de comprendre d'où ça vient et tu vas forcément voir du côté de la com, du marketing genré et cetera, en fait de ce pack complet de ce qui en effet nous fait exister aux yeux des autres ou ne nous fait pas exister. Donc tout ce processus d'invisibilisation historique, politique, médiatique, sociétal, etc. Et donc forcément aussi de ce qui nous fait exister par les mots et ce genre de choses. Moi, je m'intéresse depuis longtemps avec mon cabinet justement aux questions de légitimité et de comment se construit le socle de légitimité des femmes. Et donc j'ai eu à faire beaucoup d'interventions sur les questions de légitimité et sur leur pendant finalement, sur ce qu'il y a en creux, qui est le syndrome d'imposture. Or, je me suis rendu compte assez rapidement que quand j'intervenais dans des situations où il n'y avait que des femmes, on me parlait quand même du syndrome de l'imposteur.
Et un jour, parce que je suis un petit peu joueuse aussi, et je pense que c'est ce qu'on fait quand on est féministe, on est un peu provocatrice aussi, on aime bien aller trifouiller là où personne n'a envie qu'on aille voir. Et donc j'ai proposé, puisque je n'avais en face de moi que des femmes, et c'était en hybride à l'époque, parce que c'était l'époque du Covid, aussi en distanciel uniquement des femmes, j'ai dit, mais puisque je m'adresse à des femmes, parlons du syndrome de l'impostrice. Sachant que ça faisait déjà 1 an que je travaillais sur cette question-là, et en sortant de cette conférence, j'ai eu pas mal de messages privés sur LinkedIn de femmes qui me disaient mais merci de l'avoir mis au féminin, parce que je découvre qu'en fait ça me concerne. Je fais partie des 70% de femmes qui sont concernées par le syndrome de l'impostrice, et pourtant, et c'est terrible, comme je ne l'ai toujours entendu qu'au masculin, je pensais que c'était un truc d'homme. Et donc ça, c'est un élément important. Avant ça, pendant 1 an et demi, j'avais mis une alerte sur Google sur les mots-clés syndrome de l'imposteur, syndrome de l'impostrice. En 1 an et demi à l'époque, syndrome de l'impostrice était sorti 0 fois. Donc je suis contente qu'aujourd'hui il soit utilisé. Et je me suis dit, bon, bah, maintenant que j'ai fait tout ça, il faut que je fasse une revue documentaire, que j'aille lire tout ce que je peux trouver en français, en anglais, en allemand, etc. Sur ce sujet-là. Et une fois que j'aurai tout lu là-dessus, je pourrai me faire un avis. C'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris forcément beaucoup de temps, mais c'est le principe. Quand on veut conceptualiser quelque chose, il faut déjà qu'on sache ce que les autres ont fait avant, parce que sinon on réinvente la roue, ça n'a pas de pertinence. Et je me suis rendu compte que le syndrome de l'imposteur, communément admis, non seulement au départ, c'est un concept forgé par 2 psychologues américaines à la fin des années 70, Aimee Clance, et en fait, ces femmes, quand elles ont conceptualisé ce sentiment d'imposture, elles l'ont fait à partir d'échanges avec uniquement des femmes. Et pourtant, il a été, comme toujours, avec cette loi du masculin qui l'emporte sur le féminin, finalement, il a été traduit un peu partout sur le mode du masculin, ce qui est quand même dommage. Et puis, autour de ça, on a aujourd'hui des gens qui sont considérés comme étant des penseurs du syndrome de l'imposteur et qui vont sortir un bouquin par an sur le sujet depuis 10 ans. Bon, c'est les grosses stars là-dessus. Sauf que chaque fois que je lisais leurs textes, moi, je voyais l'angle mort du fait que les femmes n'étaient pas prises en compte dans leur réalité. C'est-à-dire qu'il y avait une norme qui reste en fait une norme très masculine. Donc, je me suis attachée à définir un syndrome de l'imposture qui serait spécifique aux femmes. Ce qui m'agace encore aujourd'hui, c'est qu'on va beaucoup le définir au travers d'une norme initiale qui serait le syndrome de l'imposteur, et en me demandant ce qui diffère. En réalité, ce sont des choses qui sont différentes parce qu'elles n'ont pas les mêmes racines. Pour les hommes, on est vraiment sur une question de socle, d'estime de soi, de vécu, etc. Mais la plupart des hommes qui vont connaître le syndrome de l'imposteur, donc, vont le connaître une fois dans leur vie. Ils sont 50% à le connaître. Ils vont le connaître une fois dans leur vie et plutôt dans l'espace professionnel. Pour les femmes, on est quelque chose qui s'accroche à notre socle de légitimité initiale, puisque depuis que nous sommes petites et même bien avant notre naissance, avant d'avoir une personnalité juridique, nous vivons ce qu'on appelle la valence différentielle des sexes, qui est un terme de l'anthropologue Françoise Héritier, qui définit l'idée que non seulement la société considère que le féminin et le masculin sont différents, mais qu'en plus il y a une hiérarchie entre les deux, évidemment au détriment du féminin. Et c'est cette valence-là qui va être le terreau finalement de nos éducations, de nos vécus ensuite de petites filles puis de femmes, et qui va faire que nous allons nous construire, pour l'immense majorité d'entre nous, avec un socle de légitimité un peu bancal, qui va être le lit parfait du syndrome de l'impostrice. Ce syndrome de l'impostrice, il trouve donc ses racines dans ce que j'appelle dans le livre les 2 monstres, qui se nourrissent mutuellement, et qui sont le capitalisme et le patriarcat. Donc, je ne veux pas vous faire un délire de lutte des classes, etc., etc. Je laisserai ça à la sagacité des auditeuristes du podcast. Mais dans les faits, ces 2 éléments, en fait, ils existent l'un grâce à l'autre. Et ils vont tous les deux faire advenir, puis ensuite faire se pérenniser le syndrome de l'impostrice, qui est donc spécifique chez les femmes. La norme n'est pas le masculin, ce sont 2 choses différentes. Et le syndrome de l'impostrice, 70% des femmes en population générale le connaîtront au moins une fois dans leur vie. Ce qu'on sait aujourd'hui et ce que moi j'ai pu définir en conceptualisant et avec la propre étude que moi j'ai menée auprès de plus de 1600 femmes, c'est que ce syndrome-là, les femmes qui le connaissent, plus de 70%, le connaîtront à plusieurs reprises dans leur vie. Il y a une forme de prévalence. Si tu l'as déjà ressenti, tu le ressentiras potentiellement de nouveau. Surtout, au-delà de cet aspect-là, nous, ça concerne tous les pans de notre vie et pas seulement l'aspect professionnel. C'est-à-dire que dans l'étude que j'ai menée, je l'ai fait auprès de collégiennes et de lycéennes,
et je l'ai menée aussi auprès de femmes de plus de 65 ans, ainsi que vraiment pour avoir un profil très très large, que de femmes qui sont femmes au foyer ou en situation de chômage au moment où on répond dans l'enquête. Elles aussi peuvent connaître ce syndrome de l'impostrice. Donc nous, c'est vraiment sur tous les pans de notre vie. Dans le livre, j'appelle ça les Martines impostrices. C'est-à-dire que, en fait, il y a Martine collégienne, Martine entrepreneuse, Martine salariée, Martine qui fait des études dans un monde qui n'est pas en lien avec sa classe sociale, si on peut dire ça encore aujourd'hui, même si c'est un peu daté. Je pense notamment au livre de Mathilde Viau qui s'appelle Moi les politiques, j'en fais du compost. Dedans, elle explique clairement le sexisme, etc. Mais elle explique aussi son propre syndrome de l'impostrice qui s'appuie à la fois sur le socle culturel patriarcal, mais aussi sur le fait qu'elle est renvoyée à quelque chose qui est purement classiste, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le bon parcours familial et le déterminisme social fait que normalement elle ne devrait pas obtenir ce qu'elle obtient, ni en termes d'études, ni en termes de poste ensuite. Donc chez les femmes, c'est vraiment deux éléments qui se nourrissent beaucoup pour conduire au syndrome de l'impostrice. Puis nous, on peut aussi le connaître en tant que mère, quand on a des enfants, notamment en tant que jeune mère, du fait des injonctions majeures que la société et nos proches peuvent venir poser sur nous. Et on peut le connaître aussi en tant que grand-mère, en tant qu'amie, en tant que fille d'eux, et aussi en tant que compagne d'un partenaire ou d'une partenaire. Donc à retenir, ce sont vraiment deux syndromes différents qui s'appuient sur un socle qui est différent. L'un est purement l'estime de soi, l'autre le socle de légitimité. L'un, concernant les hommes, est plus quelque chose d'individuel, alors que chez les femmes, il est explicable à plus de 80% avant tout par le fonctionnement sociétal. Merci pour cette réponse, très riche et très détaillée. C'est vrai que c'est énorme, 70 des femmes, qui ont, le syndrome, de l'impostrice et d'un côté, j'ai envie de dire que malheureusement, c'est aussi, par rapport à tout l'héritage, qu'on a eu, jusqu'à présent puisque les femmes, elles ont toujours été invisibilisées dans l'histoire, par exemple, on n'a jamais eu de femme présidente, ou même, on a pu, avoir, accès à un compte bancaire, pour les femmes dans les années 70 sans l'autorisation de son mari, le fait que les femmes, arrivent sur le marché du travail, ça s'est fait assez tardivement avec, les guerres. Enfin, je veux dire, ça a toujours existé, mais ça a été reconnu à ce moment-là. Oui, tout à fait, c'est vraiment ce socle-là dont je parle et pour moi, il faut avoir une analyse systémique d'un problème qui est toujours renvoyé sur l'aspect de cause individuelle. C'est parce que tu es pas assez sûr de toi, c'est parce que tu n'oses pas assez, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Or, les femmes, elles connaissent un parcours d'obstacles dont globalement, elles n'ont pas conscience pour l'immense majorité d'entre elles, d'entre nous. Nous passons notre vie à détricoter des stéréotypes qui ont été tricotés de la même façon chez les hommes. D'ailleurs, la question ne se pose pas là-dessus. Nous avons toutes et tous, été élevés dans ce même espace-là. Le fait est que c'est globalement beaucoup plus au détriment des femmes. Et nous, on nous dit tellement depuis qu'on est petite face à des choses qui peuvent nous choquer que, eh bien, c'est comme ça. Tu vois, je reprends ton exemple de ton entrée en féminisme ou le mien. Si on avait eu uniquement autour de nous des personnes qui nous avaient dit, bah oui, mais c'est comme ça, et donc qui nous avaient pas autorisé à un moment donné à questionner ça, ben on se serait simplement construite avec l'idée que oui, c'est comme ça, et on aurait vécu ce faux self permanent que peuvent connaître nombre de femmes, qu'on appelle aussi dissonance cognitive, c'est-à-dire on a un ressenti profond qui va être quelque chose de l'ordre de l'aspect d'injustice, d'inégalité, etc. On voit les choses, et en même temps, on intériorise l'idée que c'est comme ça, et que donc il ne faut pas le questionner. Et en effet, l'exemple que tu donnes sur la question du matrimoine, c'est que aujourd'hui encore, nous n'avons que très peu de rôle modèles, de femmes rôle modèles. Si tu prends les ouvrages scolaires, 14,6% des personnages historiques sont des femmes dans les livres scolaires. Et il faut voir de quelles femmes on parle. Ce sont ce qu'on appelle des femmes étendards. Donc là encore, comment se sentir légitime et surtout comment enfin, je sais pas toi, mais moi, quand j'étais gamine et que j'ouvrais un bouquin d'histoire et que j'avais deux personnages historiques, ben, il y en a un des deux qui me faisait vachement plus envie en termes de rôle modèle. J'avais beaucoup plus envie d'être Victor Hugo que d'être Jeanne d'Arc. C'est évident, tu vois. Et aujourd'hui que je m'intéresse depuis une quinzaine d'années énormément à la place des femmes, par exemple, dans les deux guerres mondiales et notamment dans la seconde, chez moi, en pays brestois, il y a un historien qui fait un énorme travail pour pouvoir lister
et documenter les résistants et les résistantes du pays brestois, et il s'attache vraiment énormément à lister aussi les femmes et retrouver des éléments sur elles. C'est un travail qui est extrêmement intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que même là, on a très très peu de rôle modèles, alors que chez les hommes, on a beaucoup plus d'exemples. Alors que pour le coup, les femmes ne pratiquaient pas forcément le même type de résistance parce qu'elles subissaient évidemment là encore les différentes injonctions, mais pourtant elles étaient très présentes dans la résistance. Et tout ce travail, c'est ce qui m'a intéressée aussi dans l'idée d'échanger avec toi dans ce podcast, parce que je trouve que, évidemment, et avec un très mauvais jeu de mots, tout se tient par la barbichette. C'est-à-dire que nous pourrons aussi à un moment donné avoir des futures générations de filles et de femmes qui vont se sentir plus légitimes et donc qui connaîtront moins ce sentiment d'impostrice à partir du moment où, depuis petite, la société globalement, l'école plus spécifiquement et la famille leur transmettront le fait que avant elles, il y a déjà eu des femmes, d'autres femmes, des femmes géniales, des femmes du quotidien auxquelles elles peuvent tout à fait se raccrocher, dont elles peuvent se revendiquer, qui sont un véritable rôle modèle. Mmh. Oui, c'est très intéressant tout ce que tu nous dis et c'est marrant parce que quand tu parlais de livres scolaires, je viens de dire dans mes épisodes, quand le moment s'y prête, mais justement, j'avais eu un deuxième moment, assez révélateur, dans mon parcours de féministe. C'était quand j'étais au collège, parce que j'avais eu une dispute avec un mec de ma classe qui, pour lui, les femmes, elles avaient pas marqué l'histoire et le monde, sinon on en aurait entendu parler et je savais, au fond de moi, qu'il avait tort et que les femmes, elles avaient fait des grandes choses. Sauf que, bah, du coup, je lui dis: «Mais si, les femmes, elles ont marqué l'histoire et tout». Il m'a dit: «OK, bah, donne-moi des noms, en fait». Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais au collège, j'ai pu sortir 3 pauvres noms que j'ai pu entendre. C'était, Jeanne d'Arc, Marie Curie et Rosa Parks. Et du coup, après, j'étais bloquée, j'en avais pas d'autres et pourtant, c'est resté en moi pendant très, très longtemps. Du coup, des années après, j'ai lancé mon compte Instagram Féministe Stelou qui était, la base du projet Matrimoine féministe. Donc, c'est assez dingue que, comme quoi, une conversation avec un mec de ma classe, que je sais même plus qui il est à vrai dire, bah, ça a permis à la création de ce petit média dont je suis très fière. Ça dit bien les choses en effet sur une espèce de lignée d'invisibles, et donc qui fait que tout ce que nous pouvons vivre et subir serait là légitime, là où nous-mêmes nous ne le serions pas. Donc nous vivons pas en permanence, mais plein de moments où, à la fois par l'extérieur et à la fois par des conduites d'autocensure, nous pratiquons sur nous-mêmes un phénomène de on va s'auto-estampiller impostrice. Moi aujourd'hui, quand je vois des chaînes de télévision dans lesquelles il y a des émissions complètes sur des situations qui concernent les femmes, comme par exemple une émission spécifique sur la ménopause, où je vois qu'il y a 5 invités, les 5 sont des hommes, je me dis en fait le jour où je me sentirai suffisamment à l'aise, alors qu'en fait je suis une impostrice autant que au moins 4 de ces 5 mecs-là, bon bah ça ira. Parce qu'en réalité, ben, il y en avait un qui était réellement, en l'occurrence un gynécologue qui venait d'écrire un bouquin sur la ménopause, donc lui à la limite il peut peut-être en parler. Enfin les 4 autres c'était les experts BFM habituels, le lundi ils font l'agriculture, le mardi ménopause, le mercredi immigration, le jeudi immigration, le vendredi personnes trans, puis on a fait un peu le point sur tout ce qu'on déteste dans le monde quand on est sur ces chaînes-là. Bon ben voilà, moi aujourd'hui, en fait, je me dis toujours, est-ce que si tu vas dans telle ou telle rencontre, soirée ou espace, est-ce que tu te sentiras à l'aise, ou est-ce qu'au fond tu seras autant une impostrice que ces quatre mecs-là. Et je peux te dire qu'en fait, quasiment 100% des espaces dans lesquels on m'invite aujourd'hui, je ne ressens plus jamais le syndrome de l'impostrice, parce que je me dis non mais en fait ça va, je n'y vais pas pour rien. Et ça, c'est aussi un vrai sujet qui est dans le syndrome de l'impostrice, qui est d'accepter aussi les opportunités qui nous sont faites, ce qui est extrêmement compliqué parce que le sentiment d'imposture démarre avant d'avoir commencé la tâche. Il démarre dans le fait d'accepter au départ. Et ça, c'est vraiment en lien avec ce qu'on appelle, dans mon périmètre d'expertise, ce qu'on appelle la menace du stéréotype. J'explique rapidement pour tes auditeuristes. En gros, aujourd'hui, on dit, mais oui, mais il y a des femmes, elles ne saisissent pas assez les opportunités. Alors, c'est en partie vrai et en partie faux, parce que la menace du stéréotype fait que c'est pas que vous n'ouvrez pas la porte, c'est que vous ne la voyez pas. Et ça, aujourd'hui, c'est présent chez les jeunes filles dès la 5e. On sait en France que dans notre système scolaire, il y a une cassure de l'estime de soi, de la sûreté de soi et de son sentiment de légitimité qui se fait en 5e chez les filles.
Et à partir de ce moment-là, elles vont connaître la menace du stéréotype. C'est ce qui fait que dans son dernier rapport, le Haut Conseil à l'égalité explique que 74% des femmes majeures en France à l'heure actuelle n'ont jamais pensé dans le cadre de leur scolarité à aller vers des métiers techniques, informatiques ou scientifiques. Donc c'est bien joli de dire bah oui, mais elle n'avait qu'à y aller. Mais en fait, à aucun moment, elles n'ont intériorisé l'idée que c'était possible pour une fille, notamment du fait qu'il y a trop peu de rôle modèles. Je veux dire, on nous parle de Marie Curie, mais il y a qui d'autre? D'ailleurs, il y a quelque temps, je donnais une conférence au CNRS dans le sud de la France sur ces sujets-là, et je disais aux femmes présentes, je leur disais, mesdames, visibilisez-vous un max, parce que Marie Curie, c'est sympa, mais c'était il y a 100 ans. Et moi, j'aimerais bien aujourd'hui pouvoir parler de femmes d'aujourd'hui, mais moi-même, si je ne fais pas de vraies recherches, je ne vous connais pas. Donc, donnez-nous la chance de vous connaître. Vous êtes, euh, vous êtes un vivier de compétences, d'expertise, de personnes géniales. Et je suis persuadée que ça vous arrive régulièrement d'avoir dans des espaces médiatiques des hommes qui connaissent 1000 fois moins que vous sur vos sujets et qui, eux, n'ont aucun problème à en parler et à pérorer un quart d'heure là-dessus. Et en effet, quand on évoque justement cette question d'être une impostrice ou non, il faut forcément revenir sur cette histoire de menace du stéréotype que je viens d'expliquer et de se dire que, c'est ce que j'explique dans le livre, il y a vraiment ces histoires de portes invisibles. Et ces portes invisibles, ce sont toutes les opportunités ou tous les sujets sur lesquels on n'a plus besoin à un moment donné que quelqu'un vienne nous dire que ça n'est pas pour nous, parce que nous sommes des femmes. Mais on l'a tellement intériorisé qu'on va se le dire soi-même, voire même on n'a pas besoin de se le dire consciemment, mais on va pas voir ces opportunités-là. Donc ça concerne en effet les orientations de métiers, de formation, etc. Ça concerne aussi pour des femmes que je rencontre pas mal aujourd'hui qui s'engagent en politique ou dans le monde de l'entrepreneurial par exemple, et qui arrivent dans un moment de leur vie où elles aimeraient par ailleurs aussi pouvoir construire leur vie personnelle et qui intériorisent le fait qu'on ne peut pas tout avoir en tant que femme. Et donc, en gros, c'est soit la politique ou soit les hautes fonctions, soit, on va dire, un métier ou un engagement potentiellement hautement valorisé, soit la construction de la vie de famille. Tout n'est pas possible. Et donc, ces femmes, elles vont connaître ce syndrome de l'impostrice. Si à un moment donné, elles trouvent un partenaire ou une partenaire avec lequel elles vont pouvoir fonder une famille, elles vont se questionner encore plus que les autres sur leur légitimité à concevoir, à construire ce périmètre personnel en plus du périmètre professionnel. Mmh. Merci, pour tous ces exemples et ça me fait penser en effet à l'injonction «oser», les femmes, c'est vrai que je ne la supporte pas, comme si c'était facile, d'oser alors qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte, notre vécu, notre niveau de vie, qui on est, notre personnalité, le sexisme qu'on a pu vivre. Enfin, il y a tellement de paramètres, qui qui sont enfin, c'est trop facile. Enfin, si c'était juste, bah, aller oser, bon, bah, si c'était si facile que ça, tout le monde pourrait oser et on est loin de la réalité et du coup, ça me fait penser aussi comme, question et pour faire un peu la suite, parce que c'est vrai que là, on a brassé un peu, tout ce qui était, bah, syndrome de l'impostrice, les causes, conséquences, pourquoi les femmes, l'avaient et comment ils pouvaient se manifester, dans quel périmètre, de nos vies et du coup, là, ce serait plus une approche orientée un peu plus, solution en mode, bah, comment on fait, bah, du coup, pour, réussir à se trouver, légitime, de ce qu'on fait et est-ce que c'est possible, on va dire, de se débarrasser pour de bon du syndrome de l'impostrice ou il peut toujours être là en termes de moteur si on arrive bien à savoir, le manier? Alors, je vais te faire la réponse que je fais toujours quand on me pose cette question. D'abord, il faut faire la révolution pour mettre à bas le patriarcat. Alors ça, c'est quand même sur un certain délai, donc il faut qu'on ait une réponse, pour, les femmes et les filles qui existent, déjà à l'heure actuelle. Donc et voilà, il y a le long terme avec la révolution et le fait de changer notre modèle de société. Mais tu auras noté comme moi que ces derniers temps, nous sommes plutôt dans un phénomène de backlash important en ce qui concerne globalement les droits humains, plus spécifiquement les droits des femmes, en tout cas les droits de ce qui ne concerne pas les hommes blancs. Donc en effet, il y a un vrai sujet là-dessus. Après, sur d'autres éléments, il y a une puissance qui est ce que j'appelle une arme de construction massive, qui est la sororité. Je vais y revenir juste après. Et avant ça, il y a aussi le fait, soit seule, soit avec d'autres femmes, justement, à un moment donné, de mettre en place des petites astuces pour tenir bon face à tout ça. Et le premier élément pour tenir bon face à tout ça, c'est d'oser faire le point sur son parcours en se regardant de façon positive.
C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un CV tel qu'on le connaît aujourd'hui bien en France, c'est de faire son CV des réussites. C'est-à-dire dans chaque étape de sa vie, année par année, ou expérience professionnelle ou engagée, ou personnelle par expérience professionnelle engagée, etc., et bien on puisse lister tout ce qu'on a réussi, toutes les fois aussi où on a fait des choses qu'on ne savait pas qu'on savait faire. Alors, c'est une syntaxe un petit peu compliquée pour dire qu'en gros, à longueur de temps, il nous arrive d'être face à des situations dans lesquelles il va falloir que l'on mette en place des compétences, qu'on utilise des compétences pour faire quelque chose, et on ne savait pas du tout qu'on en était capable. Et en fait, quand on connaît le syndrome de l'impostrice, bien souvent, on va faire ça, on va le faire très bien, et après, on va avoir la troisième étape du syndrome de l'impostrice, qui est le syndrome de l'impostrice de l'après-action, dans lequel on va avoir ce phénomène double de minimisation, relativisation, sur le mode oui, mais en fait, si je l'ai fait, c'est pas parce que finalement c'était un truc de dingue, en fait, c'est moi qui m'en suis fait tout un monde, c'est juste qu'en fait, tout le monde pouvait le faire, la preuve, j'ai réussi. Et donc, pour travailler par rapport à ça, il y a un vrai sujet qui est mieux se connaître aussi, et non pas mieux se connaître pour une fois en creux, c'est-à-dire en fonction de tout ce qu'on a mal fait, pas réussi, et tout ce qu'on sait pas faire dans notre vie, mais plutôt de tout ce qu'on a réussi. Et tout ce qu'on a réussi dans tous les pans de la vie. La vie professionnelle, bien sûr, mais aussi la vie personnelle. Notamment pour des femmes qui ont été à domicile, des femmes qui ont eu des périodes de chômage, des femmes qui ont pu à un moment donné être mères au foyer. En fait, sur ces temps-là, elles ont développé aussi tout un tas de compétences qui sont transversales, puisque transposables dans les autres espaces de leur vie, soit professionnels, soit engagés. Et elles n'en sont pas du tout conscientes. Donc ça, ce CV des compétences, c'est vraiment un premier élément. Quand on le fait, c'est hyper intéressant. Ensuite, c'est de lister au minimum 20 points positifs, qualités que l'on a. Et ça, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que l'immense majorité des femmes que je rencontre, si je leur demande de lister 20 éléments techniques, de savoir-être, etc., qu'elles ne savent pas faire, dont elles ne disposent pas, qu'elles aimeraient avoir ou développer, en 2 minutes, c'est réglé. Si je leur demande 10 et non pas 20 points positifs, il va leur falloir beaucoup plus de temps, elles n'arriveront pas forcément toutes à 10, ou alors elles vont tricher en mettant des synonymes. Et c'est aussi parce que depuis qu'on est toute petite, on se regarde toujours à l'aune de ce qui nous manque, parce qu'on se compare continuellement aux autres femmes. La société nous conduit à ça. C'est aussi ce qui fait que quand on se retrouve en non-mixité, eh bien on voit bien que les femmes, la première chose qu'on fait, c'est juger les autres et se comparer à elles physiquement, intellectuellement, en termes de cadre de vie, etc. Ce que font quand même globalement beaucoup moins les hommes. Les hommes sont capables de faire acte de fraternité dans bien des situations, notamment quand ils se retrouvent entre eux, ou notamment quand l'un d'entre eux est attaqué. Ce qui n'est pas le cas pour les femmes. Donc l'autre outil, évidemment, c'est le principe de la sororité. Le premier élément, c'est la sororité envers soi-même, ce que je développe aussi dans mon livre. C'est-à-dire, quelquefois, on a très envie de se juger, on a très envie d'être intransigeante, et on a très envie même d'être méchante envers nous-mêmes. Dans ce moment-là, on va essayer de vivre une forme de dédoublement, et on va se dire, que dirais-je à une femme que je respecte intellectuellement et humainement, si elle était dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire? Et donc de se le dire, parce qu'on est toujours beaucoup plus bienveillante envers les autres qu'envers soi-même, notamment pour les femmes qui connaissent le syndrome de l'impostrice. Ça, c'est vraiment des outils qui fonctionnent, que l'on peut utiliser soi toute seule. Il y a beaucoup aussi eu la mode d'écrire un courrier à son syndrome de l'impostrice. En l'ayant utilisé pas mal de fois avec beaucoup de femmes, je trouve que ça ne fonctionne pas forcément pour toutes. Donc il y a des femmes qui vont être à l'aise avec l'écrit, qui vont pouvoir se projeter dans cet exercice-là. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc on peut le donner comme outil, mais qui fonctionne pas forcément pour toutes. Alors que de lister, vraiment faire son CV des réussites et pratiquer l'auto-sororité, c'est des choses qui fonctionnent bien et qui sont transposables dans d'autres éléments. Par exemple, quand on va se former aussi à la répartie, et faire preuve de répartie, c'est aussi se considérer suffisamment légitime pour pouvoir faire quelque chose, on peut beaucoup travailler là-dessus sur est-ce que cette situation que je vis là, ou cette remarque, cette réflexion qui m'a été faite, est-ce que si elle était faite à quelqu'un que j'aimais, je trouverais normal que cette personne ne réponde pas, qu'elle se silencie, qu'elle baisse la tête? Si non, alors je dois considérer que la personne que je dois aimer en premier, c'est moi, et donc moi, je ne mérite pas plus qu'un autre de subir ce genre de phrase, il faut que je repose ma limite. C'est exactement pareil dans cette situation de syndrome de l'impostrice. Je vaux autant que les autres.
Et ça, cette expression-là, je vaux autant que les autres, je suis aussi légitime que les autres femmes, mais aussi les hommes. C'est vraiment des choses qu'on peut se répéter. Je ne suis pas très fan des mantras, tu l'auras vu dans le livre. Je ne suis pas très fan de développement personnel, etc., qui sont en plus beaucoup, pour beaucoup de choses, un business qui peut parfois vraiment me déranger, voire pour certains éléments, partir sur des éléments un peu de gouroutage et de dérive qui peuvent me déranger. En revanche, je reconnais que dans certains éléments de développement personnel, on peut les réutiliser pour un travail qui va être beaucoup plus systémique, c'est-à-dire de se repositionner soi-même dans un espace, dans un périmètre de responsabilité et de pouvoir aussi, plutôt que de toujours se dire ce que je vis, c'est à cause de moi. C'est parce que je ne suis pas capable, c'est parce que je ne suis pas assez. C'est cette idée qu'on est toujours insuffisante. D'ailleurs, depuis qu'on est petite, on nous dit qu'il va falloir qu'on cherche notre moitié. C'est bien l'idée qu'il nous manque quelque chose. D'ailleurs, aussi, quand on ose et qu'on est petite, on nous dit qu'on est des garçons manqués. Et ça, en fait, quand on le fait remonter à des femmes et qu'on leur dit, en fait, vous n'êtes pas des garçons manqués, ne vous manque rien, vous n'êtes pas la moitié de quelque chose, vous êtes déjà complète, et qu'elles peuvent ensuite se le répéter, bah, on voit que petit à petit, il va reculer ce syndrome de l'impostrice. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il y a la recette ultime qui serait utile et la même pour toutes les femmes pour ne plus jamais connaître le syndrome de l'impostrice? Il faut quand même s'imaginer que tous les outils que je propose dans mon livre et dans mon travail au quotidien, c'est des choses qui vont aussi au quotidien faire face à la poursuite des injonctions totalement de valence différentielle, c'est-à-dire des injonctions sexistes que vont subir les femmes. Et on ne détricote pas en un mois ou en une semaine 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire plus, d'injonctions et d'intériorisation du fait que nous sommes moins que les autres. Donc c'est un travail qui prend vraiment du temps, mais qui commence par se dire que si aujourd'hui on connaît le syndrome de l'impostrice individuellement, ça n'est pas parce que c'est nous, c'est parce que c'est la société. Et dire ça, c'est pas se dédouaner non plus. C'est pas se retirer son propre pouvoir d'agir en se disant moi je suis juste victime de la société. Tu vois, une fois que tu as dit ça, en fait, il se passe rien. En revanche, si tu te dis voilà quel est mon périmètre de responsabilité, voilà ce que moi je peux changer dans mon petit monde à moi pour faire ma part pour moi-même, c'est déjà très utile. En effet, c'est super intéressant tout ce que tu nous donnes comme, comme outil et ça me fait vraiment penser que la clé dans tout ça, c'est commencer à développer un amour inconditionnel envers soi-même et moi, j'avoue que j'aime beaucoup le développement personnel, mais plus en manière de, travailler, ces zones d'ombre et de lumière et d'aller en fait dans les zones d'ombre, trouver le pourquoi on a des peurs, pourquoi on doute sur ça, enfin mettre la main dessus et pour mettre la main dessus, par moment, c'est pas forcément évident de le faire avec soi-même et du coup, ça peut être intéressant de se faire accompagner, par exemple, par du coaching, un psy ou ce genre de choses et ça, je trouve ça tellement important pour avoir un recul, sur soi-même et j'aime bien aussi, parce que moi, c'est des trucs, auxquels je travaille, de trouver, les choses, qui me font vibrer, de trouver les activités qui me donnent de l'énergie, celles qui m'en prennent et de co-construire un peu ma vie en fonction de moi, ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire et c'est pas évident parce que c'est pas des choses qu'on nous apprend, des choses, enfin savoir qu'est-ce qu'on va aimer, qu'est-ce qui nous met en joie ou pas? Mais en fait, pour ça, il faut expérimenter et en fait, tout est mouvant. Par exemple, là, actuellement, j'adore faire des podcasts, mais si ça se trouve, dans 5 ans, ce sera plus le cas. J'espère pas, parce que j'adore vraiment faire des podcasts, j'adore papoter, mais sait-on jamais, tout peut évoluer et c'est important, en tout cas, de se chercher et d'être bienveillant avec soi-même et justement, hem c'est pas, comment dire? Je trouve, ouais, se lyncher, c'est pas une bonne solution et en effet, changer la perception qu'on a de soi parce qu'en fait, on est, je pense le notre intérieur et notre extérieur, bah, c'est la même chose donc si on va se parler mal et qu'on va être vraiment pas sympa avec soi-même, beh, quelle image on renvoie d au monde de qui on est et qui enfin, quelles personnes aussi on peut attirer aussi des personnes toxiques qui vont aussi profiter de cette vulnérabilité. Donc en fait, c'est important de prendre conscience que c'est quelque chose qui peut être dangereux pour soi-même, à des niveaux qu'on n'imagine même pas d'être, autant dedans. Après, c'est pas mal ou bien, en tout cas, c'est encore une fois, c'est par rapport au vécu de chacun, nos expériences de vie, mais je pense que c'est important de prendre conscience que si on se traite mal, bah, le verbaliser et après d'essayer de faire des choses
pour, apprendre à s'aimer. Je pense que c'est un beau chemin vers, un épanouissement. Oui et sans, comment dire? Sans devenir, prétentieuse ou ce genre de choses qui peut inquiéter parfois les femmes quand on travaille sur ces sujets-là, qu'elles disent: «Mais moi je ne veux pas devenir aussi prétentieuse que ou aussi sûre de moi que certains hommes» et cetera, surtout quand ce sont par ailleurs des imposteurs réels et en effet, c'est pas du tout l'idée. C'est juste qu'aujourd'hui, l'immense majorité des femmes souffrent d'une forme de surmodestie. Et donc elles n'osent pas elles-mêmes se mettre en avant. D'ailleurs, j'échangeais il y a quelque temps avec une personne qui coach surtout des femmes qui sont dans des postes à responsabilité. Et ce qu'elle retrouve beaucoup chez ces femmes, c'est le fait que, par exemple, toutes les tâches, alors qu'elles encadrent des équipes, mais toutes les tâches peu valorisantes selon elles, etc., ou peu intéressantes, elles vont les garder pour elles, plutôt que de les dispatcher à leurs équipes et les partager, que tout le monde fasse un petit peu sa part, elles vont les garder pour elles. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment la démonstration concrète dans l'espace du travail de cette intériorisation que comme nous méritons moins, c'est normal que nous fassions à nous toutes seules toutes les tâches ingrates dans un espace, y compris quand on encadre une équipe ou alors quand on travaille avec des personnes avec lesquelles on pourrait partager cette charge-là. C'est vraiment très concrètement dans nos vies de femmes, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, finalement, ces petits éléments-là de ce que j'appelle l'autodétestation intériorisée, apprise, acquise en fait depuis l'enfance, qui vont nous porter préjudice parce que par exemple ces femmes, personne ne leur demande de faire ça. Et très certainement, si elles disaient à leurs collègues, écoutez, voilà, il y a 10 tâches ingrates, on est 10, on en prend une chacun et chacune et c'est réglé, eh ben, personne ne lui dirait non, potentiellement. Mais elles ne pensent même pas à le faire. Et à un moment donné, il faut l'accompagner justement à ça. C'est comme ça vraiment sur tout. Et c'est possible aujourd'hui évidemment de s'en sortir, durablement ou pas. Toutes les femmes ne connaissent pas différents épisodes du syndrome de l'impostrice dans leur vie. Ce que tu dis, ça me fait penser, j'étais allée à une conférence, organisée par Mercedes, il y a quelques mois et justement, il y avait une femme, ça m'avait c'était assez, surprenant la façon dont elle présentait les choses. Enfin, c'était un discours que j'avais jamais entendu jusqu'à présent dans les discours féministes. Mais en fait, elle disait qu'elle, en fait, elle délègue, tout ce qui l'embête dans sa vie et elle garde que les activités qui la font kiffer et en fait, ouais, elle conseillait, dès que possible, déléguer, déléguer, déléguer et c'est vrai que j'avais trouvé cette approche assez fascinante parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend en tout cas aux femmes et j'avais bien aimé, ce ce discours, là. Bon après bien sûr, après pour déléguer, il y a des choses où il faut de l'argent, toujours évident. Il faut avoir certains privilèges, c'est sûr. Bah, après déléguer, c'est possible avec nos proches, par exemple sur d'autres éléments et ça conduit aussi à parler rapidement d'un livre, que j'avais lu il y a quelque temps et malheureusement j'ai oublié le nom de l'autrice donc je laisserai vos tes auditrices faire leurs recherches, mais justement sur l'égoïsme chez les femmes et la nécessité de devenir un petit peu égoïste. J'ai trouvé que ce livre était globalement très intéressant justement, puisque il prenait le contrepoint de cette idée répandue et de cette transmission éducative de la question de la charge compassionnelle. C'est-à-dire que, à longueur de temps, nous devrions, nous fondre dans la famille, dans le couple, dans l'entreprise, dans l'équipe et donc nous devrions accepter et porter certaines choses par principe parce que nous sommes des femmes et elle, elle disait: «Mais on a le droit d'arrêter ça, on a le droit d'être un peu égoïste et de penser à nous parfois» et c'est quand même très intéressant d'avoir cet élément-là en tête parce que quand on parle, en fait, du syndrome de l'impostrice, on parle de notre vraie vie, de notre vrai vécu de femme et dans tous les pans de nos vies, on ne peut pas se saucissonner. C'est-à-dire que ces portes que l'on ne voit pas, parce qu'on souffre du syndrome de l'impostrice, parce qu'on a un socle de légitimité initiale qui est un petit peu bancal, un petit peu friable, pour des raisons avant tout systémiques, éducatives, etc., comme je le disais, ben en fait, à un moment donné, ce socle, on peut venir le réparer. Et ça demande beaucoup d'énergie, c'est vrai, c'est une vraie démarche finalement de le faire. Mais qu'est-ce qu'on est soulagé après Je pense que 70% d'entre nous avons connu le syndrome de l'impostrice et le jour où on l'a plus, le jour où on en est débarrassé de façon assez pérenne, on va quand même bien mieux. Et en effet, bah, ça crée un espèce de cercle vertueux. C'est qu'à partir du moment où tu ne questionnes plus ta légitimité à être quelque part, les autres se questionnent aussi beaucoup moins. Et tu ne leur laisses plus la possibilité de venir te questionner sur ta légitimité. Mmh, oui, c'est une façon, d'affirmer,
qui on est, d'affirmer ses choix, ses positions, ses décisions et c'est quelque chose, un vrai leadership qu'on en effet, on reparle avec la boucle des rôles modèles et c'est vrai que comme on n'est pas habitué à avoir, ce type de leadership, dans les représentations qu'il peut avoir et ben, forcément ça nous bride dans un sens et puis après ça me fait penser que les femmes sont davantage éduquées dans le care, dans le prendre soin de l'autre et de là à s'oublier, même s'oublier soi-même et ça me fait penser, tout à l'heure, je sais plus ce que tu disais exactement, mais c'était en amour, c'est vrai que les femmes, elles ont potentiellement plus tendance à s'oublier dans l'autre, parce qu'avec tout ce qui est, contes de fées, les Disney et cetera, on attend notre prince charmant. Les femmes qui peuvent essayer de se conformer et qu'elles voient bien que c'est pas un mec qui les correspond, mais elles vont quand même essayer parce que on on n'apprend pas à dire: «Bah, si la situation ne te convient pas, bah, arrête», apprends à dire non, apprendre, à se connaître soi-même et savoir que, bah, en fait, cette personne-là, elle est pas faite pour toi parce que, ça te correspond pas et c'est OK, en fait et en fait, ouais, on a toujours tendance à vouloir, à fond y aller. Et c'est vraiment parce qu'on nous a transmis le fait que déjà on a de la chance que quelqu'un nous aime et notamment dans les situations hétérosexuelles, déjà on a de la chance qu'un homme s'intéresse à nous. Et tu vois, par exemple, depuis que je suis vraiment adolescente, ma mère m'a mes parents, en fait, comment dire? M'ont construite aussi avec des phrases qui sont restées vraiment puissantes pour moi et auxquelles je pense régulièrement. Et parmi le monceau de ces phrases pertinentes, j'ai vraiment eu une enfance chanceuse en termes de construction de mon socle de légitimité. Ma mère m'a dit, plusieurs fois: «Tu sais ce qu'il y a après un homme? Un autre homme». Et donc, c'est pas l'idée du 1 de perdu, 10 de retrouvé, du tu tapes dans une poubelle, t'en as 10 qui sortent, etc., qui sont quand même des choses qui peuvent être un peu méprisantes pour les hommes, et c'est pas non plus l'idée. Mais c'est de se dire, à un moment donné, il y a quelque chose qui peut s'arrêter, soit du fait de l'autre, soit de ton fait à toi, bah, chacun son périmètre de consentement et de projection aussi dans la relation, mais il se passera toujours quelque chose. Il y aura forcément quelqu'un d'autre après à un moment donné. Peut-être que là, aujourd'hui, tu as trop de peine, ça n'est pas possible, ou alors tu préfères rester seule et ce genre de choses. Mais à un moment donné, tu vas rencontrer quelqu'un qui, pour toi, sera la bonne personne dans ce moment-là. Il suffit d'attendre, ça viendra. Ne t'inquiète pas. Et de toute façon, tu peux plaire, tu es légitime. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, qui sont des choses qu'on peut se dire aussi entre femmes. Et je reviens sur la notion de la sororité comme vraiment comme arme de construction massive, à la fois pour soi-même et à la fois pour faire face au syndrome de l'impostrice. Il y a quelques années, j'ai eu à donner une conférence après avoir eu un temps qui avait vraiment beaucoup, beaucoup abîmé mon estime de moi. J'avais passé pas mal de temps en fauteuil roulant, j'avais eu des gros ennuis de santé. Et ma première conférence suite à ça, une de mes amies est venue et à la fin de la conférence, elle m'a offert un petit carnet avec un stylo. Et cette amie, je vais la citer, c'est Lily Bélanger. Je sais qu'elle écoutera ce podcast. Et voilà, je pense beaucoup à elle et j'ai pensé à elle aussi en écrivant mes livres. Et en fait, elle m'a offert ce carnet et elle m'a dit que c'était mon carnet des compliments. Elle m'a dit, en fait, dans tous les moments où tu douteras, tu pourras tu pourras avoir noté dans ce carnet les compliments sincères que des gens t'auront fait sur ton travail ou sur ton engagement féministe ou sur ton entreprise Egalus. Et dans ce cadre-là, ben, de doute, tu reliras ces éléments et ça pourra t'aider à aller mieux. Et en fait, ce carnet de compliments aujourd'hui, je le conseille vraiment à tout le monde. J'ai le mien donc depuis 5 ans maintenant. Et c'est vrai que tu vois, dans les jours où tu te lèves, où tu te croises dans le miroir et où tu te dis, alors là, vraiment, je ne suis pas homologuée, je ne peux pas sortir de chez moi, c'est impossible, je suis horrible, et où tu commences à douter totalement de toi, alors soit que tu sois en total syndrome prémenstruel, soit toute autre raison dans la vie, ça arrive à tout le monde d'avoir de forts doutes, et ben tu ouvres ton carnet, tu te rappelles qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont aimé le travail que tu fais, l'engagement que tu portes, les mots que tu dis, les concepts que tu crées. Et tu verras donc que ces personnes-là, qui ne sont pas payées pour t'aimer, pour t'apprécier, eh ben, elles ont dit des choses qui venaient autant dire quelque chose de toi que ce que tu ressens à l'instant T, là, de tes doutes, etc., voire plus. Et vraiment, ce carnet, pour moi, c'est un bouclier. C'est un carnet non seulement de compliments, mais c'est un carnet de protection et de remise, comment dire, pour me réancrer, pour me replacer au bon endroit et qui aide vraiment dans les moments où je pense où des femmes qui nous écouteraient et qui peuvent connaître le syndrome de l'impostrice, elles ont forcément eu dans leur vie des personnes qui leur ont dit des compliments sincères sur ce qu'elles faisaient.
Sauf que notre psychisme est beaucoup plus entraîné à se rappeler de ce qui ne marche pas, de tout ce qu'on a foiré. Et évidemment, on a tous et toutes foiré des tonnes de choses. Donc je crois vraiment qu'il y a aussi des personnes autour de nous qui peuvent nous aider à nous sentir plus légitimes et que l'on peut convoquer, on va dire ça comme ça, même quand elles ne sont pas là, grâce notamment à ce carnet. Et moi, je remercie vraiment mon amie Lily parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes mondes professionnels. On traverse pourtant les mêmes éléments de doute. On a monté nos entreprises à peu près au même moment. Et qu'elle m'offre ce carnet, moi, ça a changé ma vie, par exemple. Donc, j'ai pu mêler à la fois le fait de travailler mon propre syndrome de l'impostrice. En fait, je ne me suis quand même pas intéressée à ce sujet-là pour rien, ni individuellement, ni dans ce que je pouvais voir chez les autres femmes. Et en même temps, qu'elle m'offrait ce carnet, bah, ça m'a permis aussi de pouvoir travailler sur ces éléments de sororité avec elle. Mmh, là, c'est très beau ce que tu nous dis, parce que derrière ce carnet de compliments, ça permet aussi une vraie et une belle introspection de soi-même par rapport à ce qu'on entend des autres, parce que comme on a pu le dire, on peut être notre pire ennemi et ça fait du bien d'avoir un comment dire? Une sorte de carnet doudou, un objet doudou auquel, se réconforter dans les moments de down et se dire: «Ah oui, en fait, non, j'ai fait, les choses bien, cette personne, elle a bien aimé, ce que mon travail, elle m'a dit ça sur moi, en fait, ça m'a fait plaisir et c'est un effet important, là, c'est un mot qui me vient et qui est essentiel, d'avoir de la gratitude par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on traverse et heu et ce carnet, ouais, de compliments, de gratitude, ça fait vraiment écho et ça me fait aussi penser, dans les choses enfin moi j'ai pas de carnet, de compliments, mais moi par exemple je me suis mis, récemment, enfin depuis quelque temps, à la course à pied et je trouve que le sport, c'est aussi un bon vecteur pour améliorer, sa confiance en soi et peut-être aussi, le syndrome de l'impostrice parce que je trouve que par exemple moi je fais de la course à pied 3 fois par semaine et ça permet d'avoir de la discipline, d'apprendre à écouter son corps, ses sensations, de tenir ses objectifs, d'être fier de soi et ça, c'est des choses aussi, je pense qui peuvent se mêler, bien comme il faut avec un carnet, et c'est même des compliments que tu peux faire à toi-même en disant: «Ah bah, je suis trop contente aujourd'hui, j'ai fait, 5 à 7 kilomètres, c'était trop bien, il faisait beau et tout, enfin, je me suis épanouie, j'ai fait ci, j'ai fait ça». Ouais, je me dis que c'est une approche complémentaire complètement. Oui, tout à fait. Alors après, le terme gratitude n'est pas forcément un mot que j'emploie, qui est vraiment dans mon périmètre de vocabulaire puisque je travaille peu sur les éléments du développement personnel et c'est plutôt dans ce champ de vocabulaire-là. Mais évidemment, toi comme nos auditeuristes peuvent tout à fait le traduire ce que je dis avec leur propre périmètre de vocabulaire. Et après sur l'idée du sport et de la course à pied, en effet, les outils que j'essaye de proposer notamment dans le livre sont des choses qui peuvent être utilisées par tout le monde, par toutes les femmes dans une idée de diversité, ce qui n'est pas forcément possible pour la course à pied, par exemple, pour des femmes qui présenteraient certains types de handicap. Évidemment, ça n'est pas possible. Donc là encore, j'essaie vraiment de proposer des outils qui soient utilisables par toutes les femmes, y compris celles qui disposeraient malheureusement d'un handicap visible ou invisible. Après, à adapter, bien sûr, pour chacune en fonction de ce qu'on apprécie, de ce qu'on aime faire, de nos propres capacités physiques, intellectuelles, psychiques, et puis du moment dans lequel on se trouve aussi, bien sûr. Je pense notamment à des femmes qui seraient bipolaires, par exemple, et qui peuvent avoir des phases qui vont être diverses dans le temps ou du fait leur traitement n'est pas tout à fait suffisamment équilibrant. Ben, on peut aussi avoir des moments où on va être dans des choses qui peuvent être très extrêmes dans ses émotions et donc dans ce qu'on va faire au quotidien pour pouvoir aller mieux ou se sentir un petit peu mieux. Mais au-delà du handicap psychique, pour toutes les femmes, il y a des moments où on peut faire certaines choses qui vont en effet avoir une fonction contenante, soutenante par rapport à notre sentiment de légitimité, et puis d'autres moments où ça sera moins utile. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des outils qui soient les plus inclusifs possibles et les plus larges, à adapter pour chacune, bien sûr. Faites ce qui vous fait du bien, vous permet de vous rappeler vos contours. L'exemple que tu donnes avec le sport, il nous permet aussi de nous rappeler nos contours physiques, nos limites physiques, mais aussi tous nos possibles, de sentir son corps avec des sensations qui ne sont pas forcément celles qu'on peut ressentir 24 heures sur 24. Donc c'est très intéressant aussi, parce que là, on a beaucoup parlé d'éléments qui sont vraiment sur un mode sociologique, sociétal, individuel sur le plan intellectuel, mais il y a évidemment les choses du corps. Je pense notamment aux femmes qui vont venir nourrir leur syndrome de l'impostrice parce que, par exemple, elles détestent leur physique ou alors elles détestent leur voix. Et ça, c'est extrêmement intéressant
Tu vois, par exemple, moi, j'aime pas spécialement ma voix, c'est mais c'était pas une question que je m'étais forcément posée avant de m'entendre la première fois à la télévision, parce que j'ai fait des chroniques télé et radio, pendant, pas mal d'années et la première fois que je me suis entendue et vue à la télé, bon, physiquement, je me suis dit: «Bon, j'aime pas, mais on s'en fout», mais ma voix m'a choquée et il a fallu que je l'apprivoise et je me suis intéressée autour de ça, à la question de la voix chez les femmes et de ce que ça nous fait et notamment, au travers du livre, d'une amie, d'Aline Jallier. Son livre, il s'appelle «Une voix à soi» et dedans, elle explique à quel point, notre perception de la voix des femmes est elle aussi extrêmement stéréotypée, genrée, patriarcale, sexiste et notre oreille l'est aussi. C'est ce qui fait d'ailleurs, et là on reboucle avec tout le début de notre échange dans ce podcast, ce qui fait aussi d'ailleurs qu'il y a des mots comme ils ont disparu au féminin en français. Aujourd'hui, beaucoup de femmes et d'hommes, quand ils les entendent, sont dérangés en disant mais il est moche ce mot. Et notamment au début, on a recommencé à beaucoup utiliser le terme autrice. Il y a plein de gens qui disaient que c'était moche. Et aujourd'hui, bon bah voilà, c'est beaucoup plus présent dans la société, ça choque moins. De même avec le terme féminicide, et c'est là que tu vois la différence entre la population générale et les espaces militants, qui est que dans population générale, c'est devenu un fait social en 2019, mais dans les espaces militants, ça fait je sais pas combien de dizaines d'années qu'on utilise ce mot, j'ai envie de dire assez naturellement. Donc moi, je suis très contente à un moment donné de ne plus m'être retrouvée en grand écart entre ma vie professionnelle où à cette époque-là, j'accompagnais des situations, des familles qui connaissaient le féminicide et pour lesquelles professionnellement je ne pouvais pas utiliser ce mot et pour lesquels, dans les médias, chez les politiques, j'entendais encore parler de crimes passionnels, par exemple. Là où je te confirme que j'ai été témoin de plusieurs féminicides, j'ai vu plus de crimes que de passions hein, dans ces situations-là. Donc en plus, on a des mots qui sont impropres. Et à partir du moment où on a ce mot féminicide qui passe dans la langue et qui passe dans la société de façon globale, on a des personnes qui vont avoir une levée de bouclier en disant mais le terme est moche. Mais c'est bien parce qu'en fait, notre oreille, elle est elle aussi éduquée à ne pas légitimer le féminin. Et en fait, c'est tout notre corps, tout notre psychisme, toute notre éducation, finalement toute notre identité qui est non seulement genrée, mais ségrégée et donc excluante. Et pour reprendre le terme de Françoise Héritier au début, eh ben, qui finalement va créer va contribuer à cette valence différentielle des sexes qui fait que, comme on m'a dit il y a quelque temps dans le monde agricole, ah, mais à la ferme, il faut 2 femmes pour un homme. Voilà. Et nous, nous intériorisons le fait que nous valons moins. Et c'est le terreau parfait pour le syndrome de l'impostrice. Exactement. J'avoue que j'aurais bien aimé commenter tout ce que tu m'as dit, qu'il y avait plein de choses qui me venaient en tête, mais là, c'est la conclusion, de l'épisode, donc je vais On laisser le passe un podcast de 8h15. oui, c'est un sujet qu'on peut parler pendant très longtemps et c'est passionnant. Bah, moi, je suis passionnée moi-même, donc forcément, au bout de 23 ans, tu fais des liens entre plein de choses. Mais comme toi, tu pourrais en parler aussi pendant des heures avec ton propre périmètre de tout ce que tu as détricoté, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as lu, tout ce que tu as nourri autour de ça, forcément. Complètement. Et du coup, quel serait ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Ben, j'aurais bien aimé dire, «Osez, faites plus, montrez-vous» et cetera, sauf que c'est une phrase doublement problématique. D'abord parce qu'elle pose une injonction et ensuite parce qu'elle pose la responsabilité sur le plan individuel. Donc je dirais plutôt: «Faites ce que vous pouvez». En revanche, autant que vous le pouvez, entourez-vous bien de sorores. Listez vos sorores. Listez les femmes qui vont pouvoir pratiquer avec vous l'amplification, c'est-à-dire la répétition de tout ce que vous dites et tout ce que vous faites de beau. Et j'ai envie de dire, assumer le fait qu'à tout instant, même sans être Beyoncé ou des femmes extrêmement connues, vous pouvez être une rôle modèle pour une autre femme. En tant que travailleuse sociale, j'ai découvert que dans la vie, quand on s'engage sur un sujet, en fait, on passe notre temps à planter des graines dont on ne verra pas si elles vont éclore un jour ou pas. Mais potentiellement, elles vont éclore chez d'autres, et notamment par la sororité chez d'autres femmes. Donc ne nous privons pas de ça, ce serait dommage. Je dirais que nous sommes toutes légitimes dans des espaces et dans des périmètres qui sont différents. Il suffit entre guillemets de trouver le nôtre.
mais globalement, ne lâchons rien. Le travail, et le chemin vont être encore longs. Il y a plein de belles possibilités et puis si on est là, c'est pas pour rien, en fait. C'est clair, c'est important de se soutenir, les coudes et d'avancer, vers un monde plus juste, plus égalitaire, plus inclusif, on va y arriver, ça en effet, ça va prendre du temps, mais plus il y aura de personnes mobilisées, plus les choses avanceront vite et mieux ce sera. Et du coup, dans la suite de mes questions, parce que, voilà, tu parlais de rôle modèle, du coup, toi, qui sont tes rôles modèles? Je dirais que j'en ai une de longue date, qui est une femme, parfaitement imparfaite et c'est aussi ce qui me touche chez elle et parce qu'en fait, mes rôles modèles, c'est important pour moi que ce soit, comment dire? Que ce soit pas des femmes parfaites. Il faut qu'elles aient, leur part d'ombre elles aussi. Donc la première, c'est Patti Smith qui, me poursuit, depuis mon adolescence. Je suis incapable de travailler, ou d'écrire et parfois même de lire, sans avoir un fond sonore de Patti Smith. J'aime son engagement écoféministe, mais c'est aussi une femme imparfaite qui, s'est mal positionnée, s'est positionnée très tristement dans l'affaire, Amber Heard et machin Depp là, par exemple. J'ai pas du tout envie de dire le nom de ce type. Et ça, c'est très problématique, par exemple, surtout de sa place. Ce qui n'empêche pas qu'elle puisse rester pour moi une rôle modèle sur tout ce qu'elle m'a apporté et que je puisse la voir aussi avec ses limites. Et puis il y a une autre rôle modèle, une autre femme importante, c'est Aou Diarraey. Je ne sais pas, je ne sais jamais si je le prononce comme il faut, mais c'est cette Iranienne qui s'est mise en sous-vêtements dans la rue. Je trouve que la notion de courage est un élément majeur dans tout ce qu'on fait, notamment en tant que femme dans la société. Et, et elle a eu le courage ultime dans quelque chose où elle risquait sa vie. Et je crois que nous en sommes toutes capables au fond de nous, de ce courage-là, d'une forme de courage, et que nous en faisons preuve tout au quotidien. Et dans tous les moments où j'ai peur, où je doute, etc., mais je pense pas seulement à elle, mais notamment à ces deux femmes, parce que je trouve qu'elles ont toutes les deux eu beaucoup de courage dans des temps différents de leur vie pour des raisons différentes et avec bien sûr des enjeux qui sont différents. Les Iraniennes aujourd'hui, elles risquent leur vie. On n'est pas sur les mêmes choses que Patti Smith. Mais voilà un peu un élément important pour moi et des femmes qui sont importantes. Maintenant, dans les femmes de mon quotidien, je pourrais t'en lister tellement de ma mère, ma grand-mère, j'ai parlé de Lily tout à l'heure. J'ai la chance d'avoir dans mon quotidien une liste importante de femmes que j'appelle mes sorores et qui sont là à tout instant, qu'elles vivent à 3 kilomètres ou à 800. Et je trouve que c'est fondateur d'avoir cette espèce de club des sorores, qui sont vraiment mes rôles modèles dans ce qu'elles font de plus simple dans le quotidien. À tout instant, elles peuvent m'inspirer. Oui, on peut toutes et tous être des rôles modèles pour les uns et les autres. Et du coup, il y a quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Bien entendu, ton livre. Oui, évidemment, mais après, pour celles et ceux qui vraiment démarrent sur les questions féministes, il y a, le livre «Le féminisme pour les nuls», donc vraiment la collection pour les nuls. Donc ce livre, il est énorme mais il est génial. C'est vraiment, c'est génial pour démarrer et ce livre, il a été écrit, par 4 personnes, mais notamment, par, 2 de mes amis qui sont Margot Collet et Romain, j'ai un doute sur son nom, excusez-moi, alors que je l'aime beaucoup par ailleurs. Romain Sabatier, voilà, c'est la fatigue. Et en fait, ce livre, il est hyper intéressant quand on débute sur ces questions. Moi, je trouve ça important aujourd'hui de vulgariser les questions du féminisme et que tout le monde puisse s'en saisir. Ce livre, il vient d'être réédité il y a quelques semaines, là, donc c'est assez intéressant. Il y a évidemment le livre d'Aline Jallier dont je parlais tout à l'heure, Une voix à soi. Aline Jallier, j'ai aussi écrit un livre avec elle il y a très peu de temps qui s'appelle Sororité, le pacte. C'est un inédit sorti au livre de poche. Évidemment, petit instant auto-promo, je parlerai de mon livre, puisque j'ai fait un travail pendant plus de 2 ans et demi au final, depuis le moment où je m'y suis intéressée jusqu'au moment où j'ai fini d'écrire ce livre, pour conceptualiser ce syndrome de l'impostrice. Et j'aimerais vraiment que ce livre puisse continuer à exister et que chacune puisse se saisir de ce concept-là pour se reconnaître ou pour reconnaître d'autres femmes. Et puis après, je dirais évidemment, écouter un maximum de podcasts quand vous le pouvez, partout où vous le pouvez, que vous soyez en train de bosser, conduire, faire votre ménage ou j'en sais rien. Parce que les podcasts, aujourd'hui, c'est un outil génial de vulgarisation, de passation d'idées
J'en profite d'ailleurs pour te remercier à la fois pour tout le travail que tu fais depuis des années et puis pour l'échange qu'on a pu avoir là dans ce podcast. Ah, avec, grand plaisir, c'était aussi un plaisir, partagé et merci pour toutes ces ressources hyper intéressantes à aller creuser et du coup, il me reste 2 dernières petites questions avant que ce soit la fin de l'épisode. C'est, que signifie le terme féminisme pour toi et qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Alors le féminisme pour moi, ça représente à la fois une lutte et j'utilise ce terme, qui peut sembler, un petit peu, daté, mais, en utilisant le terme lutte féministe, ça me permet de rendre, fémage, aux femmes qui ont commencé tout ça bien avant nous et il y a des centaines d'années. Et donc pour moi, c'est d'abord un élément de lutte, mais c'est aussi un élément, de joie parce que par le féminisme, j'ai pu rencontrer des femmes, vraiment sur un mode archi intersectionnel, avec des profils extrêmement, divers. Des femmes qui pouvaient être à la croisée de diverses discriminations, pas seulement du sexisme, puisque voilà, moi j'ai la chance, si on peut dire ça comme ça, de vivre dans un pays dans lequel je subis du sexisme en tant que femme, mais je ne suis pas racisée, je ne subis pas ces violences-là, mais je sais que d'autres les subissent et pouvoir écouter la parole des femmes qui sont concernées par d'autres éléments de discrimination, pour moi c'est vraiment une puissance de la notion de féminisme et par le féminisme, on peut vraiment découvrir la vraie vie, le vrai vécu d'autres personnes, d'autres femmes, et dans une vision vraiment extrêmement large et justement inclusive. Donc pour moi, le féminisme, c'est, j'allais dire, le féminisme, c'est d'abord des rencontres, mais bon, c'est une citation un peu éculée aujourd'hui. Mais en fait, le féminisme, c'est d'abord un espace dans lequel tu peux aller voir ce qu'on ne te montre jamais et que sont des femmes avec des profils différents du tien. Notamment, par exemple, dans un aspect vraiment intergénérationnel. Et c'est là aussi que la sororité est belle, c'est avec des femmes d'autres âges, d'autres classes d'âge que la nôtre. Mmh, oui, c'est hyper important pour apprendre à se connaître à travers l'autre et connaître l'autre, à la curiosité, et l'ouverture d'esprit, le respect, le partage, parce que tout se passe dans la connaissance de l'autre parce que, bah, l'extrême droite, je pense, arrive très bien à faire diffuser ses idées, c'est justement ce qu'elle joue sur la peur de l'autre. Plus on connaît l'autre, moins on en a peur. Je ne crois pas, en tout cas, j'espère que les femmes n'ont pas peur les unes des autres, mais pourtant nous sommes beaucoup éduquées à ça, à avoir une espèce de soupçon sur les autres femmes. Donc le féminisme peut nous permettre de sortir de ça, et puis aussi parfois de nous décentrer un peu. Beaucoup d'hommes parfois remettent en question ce que je peux dire en formation en me disant mais moi ça je ne l'ai pas vécu donc je ne sais pas. Et ma crainte c'est que nous en tant que femmes parfois on puisse le faire envers d'autres femmes qui auraient des vécus différents du nôtre, parce qu'elles seraient à la croisée d'autres éléments de discrimination. Tout ça me conduit à répondre à ta dernière question qui était quelle femme j'aimerais voir à ton micro. Il y a une femme que j'ai rencontrée il y a peu de temps, mais qui m'a beaucoup touchée, intéressée, qui a un parcours vraiment passionnant et qui est une femme qui est aujourd'hui vraiment en chemin au travail sur les questions féministes et sur les questions de visibilisation des femmes, notamment dans l'espace politique. Elle s'appelle Anne Ambrois. C'est la maire adjointe de Cherbourg et de la ville d'à côté, c'est dans la même com d'agglo qui est la Glacerie. Je trouve que c'est une femme vraiment formidable et j'adorerais, c'est ce que je me suis dit après l'avoir rencontrée, j'adorerais l'écouter dans un podcast. Donc je profite de ta question pour parler d'elle. Et c'est aussi pour le coup une femme qui est engagée dans son quotidien. Et justement, le monde politique est venu la chercher parce qu'elle était très engagée dans tout ce qui concerne l'économie sociale et solidaire et aussi l'éducation populaire qui est une expression qui peut sembler un peu old school, sauf qu'en fait, quand on vit dans des espaces géographiques, urbains et ruraux moins privilégiés, on se rend compte à quel point l'éducation populaire, non seulement c'est encore super vivant, mais c'est vraiment vital. Mmh, bah, merci pour ce nom, je me le suis précieusement noté. C'est avec plaisir, d'interviewer Anne Ambrois et bah, déjà, c'est déjà la fin de cette conversation. Merci beaucoup Marine pour ton temps et pour les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci à toi et merci aux personnes qui nous ont écoutés, en effet. Du coup, bah, je vous dis ciao, ciao tout le monde! Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu.
Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!